Yannick Noah éliminé par son ami Henri Lecomte, mais il a résisté 5-7. Le président Mitterrand devant la Mutualité française, non à la régression sociale, des mesures pour les plus démunis. La culture en prison, ce n'est pas un luxe mais une nécessité, disent les participants à un colloque international réuni à Reims. L'invité de Soir 3, le réalisateur Jean-Charles Takela, pour son film Escalier C. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Quel match! Noah éliminé par son ami Lecomte au tournoi de Roland-Garros au terme d'un combat exemplaire où on a pu croire tour à tour à la victoire de l'un puis de l'autre. C'est finalement et logiquement Henri Lecomte qui l'a emporté, mais Yannick Noah lui a vendu sa victoire très cher. Michel Drey et Daniel Leclerc. Noah Lecomte, la grande foule pour l'événement du dimanche. Un match fabuleux avec ses rebondissements et ses soupirs. Ses incertitudes et une terrible tension pour les joueurs et les entraîneurs Dominguez et Agelauer. Aujourd'hui, le bras gauche d'Henri Lecomte n'a pas tremblé. 6-3, 6-4 dans les deux premiers sets, mais on connaît Noah et sa combativité. Joli l'amorti. Noah commence à y croire. Ce geste rageur, il le fera souvent. Il gagne le troisième set au tie-break. Au quatrième, Lecomte perd un peu de son assurance. Joli la volée de Yannick Noah. Un scénario superbe dans ce central surchauffé. On se demande si Lecomte va tenir mentalement. Eh bien oui. Regardez les 4 points qui vont suivre. Tout y est chez Henri Lecomte. Et sur ce service de Yannick Noah, une volée qui semble gagnante. Mais non, Lecomte va la chercher, la petite balle jaune. Noah applaudit, le public aussi. 5-1 au 5e set et balle de match. C'est la première victoire d'Henri Lecomte sur Noah. Lecomte affrontera Wilander en quart de finale. Je pense que mon début de match était assez moyen et je pense que je l'ai un peu mis en confiance en perdant ces 2 premiers sets sans vraiment rentrer dans la partie. Et puis bon, 2-7-0 pour revenir, c'était un peu tard et à la fin, bon, il a joué le jeu, il a lâché ses coups et il n'y avait pas grand chose à faire. On a fait un match super, on a fait vraiment, et je crois que je remercie Yannick d'avoir été comme ça, comme il a été durant tout le match. Il a été vraiment super, c'est-à-dire on n'a eu aucun problème de ce côté-là et il m'a rendu des points et je pense que jouer un match, si on pouvait jouer un match comme ça tous les jours, ce serait vraiment le tennis, ce serait fabuleux. Si John McEnroe a abandonné le temps d'un jour la vedette aux 2 Français, l'Américain n'en prit point ombrage, continuant avec une certaine nonchalance à tout balayer sur son passage. Et pourtant, le Suédois Henrik Sundström, l'un des meilleurs joueurs du monde sur terre battue, apparaissait comme un test sérieux pour le New-Yorkais. En fait, il n'eut pas de match, Sundström très décevant, laissant le plus souvent l'initiative à McEnroe. Un John McEnroe à l'humeur toujours aussi vagabonde, par moments au bord de l'ennui, et qui, comme un éclair, sort de sa raquette des coups de génie dont il a le secret. Bref, un match vite expédié en 3 sets comme les précédents. McEnroe, dont on connaît la version pour la terre battue, n'a même pas le temps de trouver ses marques, que les matchs sont déjà finis. Il pourrait faire un effort, ses adversaires. Finale assez peu sportive de jeu à 13 en première division au groupe B cet après-midi à Limoux entre le Paris-Châtillon et l'équipe de Piat. De la violence sur un stade une nouvelle fois. L'arbitre n'est pas prêt d'oublier cette rencontre. Les images d'FR3 Montpellier viennent tout juste de nous arriver. Daniel Leclerc. Encore une fête qui tourne mal. Cette fois, c'est sur le terrain que les choses se passent. Il reste 5 minutes à jouer dans cette finale. Paris-Châtillon est sur le point de remporter le titre lorsqu'une bagarre éclate entre les 2 équipes. L'ancien international de Pia, Daniel, assomme l'arbitre M. Bell, ici en maillot jaune.
Cette violence gagne les tribunes, bagarre générale entre les supporters. De bien tristes images qui nous rappellent encore la tragédie de Bruxelles. L'arbitre M. Bell quitte le terrain sur une civière. Il a été dirigé vers l'hôpital de Limoux. Décidément, la violence est partout. La France a aussi ses excités. Il est grand temps de prendre des mesures sévères. Il y va de la vie du sport. Justement, à propos de Bruxelles, les clubs britanniques avaient pris les devants, mais l'UEFA a pris sa propre décision. Les clubs de football britanniques seront exclus de toutes les compétitions européennes pour une durée indéterminée. Quant au club de Liverpool, son dossier est à l'étude pour des sanctions particulières. Du coup, nous venons de l'apprendre, la France, qui n'avait que 2 clubs en Coupe de l'UEFA, pourrait bien en avoir un 3e. S'adressant au congrès de la Fédération nationale de la mutualité française à Lyon ce matin, le président de la République a refusé l'idée d'une régression sociale et appelé les Français à ne pas céder aux tentations de l'égoïsme. Concrètement, il a annoncé des mesures imminentes, vraisemblablement au Conseil des ministres mercredi prochain, en faveur des chômeurs en fin de droit et des plus démunis. Est-il normal que des familles touchées par le chômage de longue durée ne perçoivent que 43 francs par jour? Est-il normal, même admissible, que certaines femmes qui ont dû, dans la solitude, élever leurs enfants grâce aux allocations familiales, se retrouvent sans aucun revenu lorsque ces enfants sont devenus adultes? Est-il même digne que plusieurs milliers de chômeurs, après avoir travaillé 40 ans, aient épuisé leurs droits au chômage et n'aient plus pour certains aucune ressource? Et à ces chômeurs en fin de droit, à ces familles sans ressources minimales, je dis que le pays doit apporter secours et redonner espoir sans plus tarder. Il faut que ces hommes et ces femmes, ces jeunes adultes, ces travailleurs proches de la retraite, trouvent ou retrouvent la place qui leur revient dans notre société. Certes, ce n'est pas seulement l'affaire de l'État. Et dans les jours qui viennent, le gouvernement prendra un certain nombre de décisions, celles dont je viens de parler. Le 3e homme de l'opposition, Raymond Barre, poursuit inébranlablement son chemin, enfonçant son clou chaque fois que l'occasion lui en est donnée. Il répond régulièrement à l'invitation de diverses associations. Aujourd'hui, il était l'invité des associations barristes des Yvelines au Perret. Et il a expliqué ce que devait être, selon lui, la ligne politique de l'opposition dans les mois à venir. Fernand Tavares. Dans les états-majors de l'opposition, nombreux sont ceux qui se demandent si Raymond Barre dispose d'une véritable stratégie politique, à court ou à long terme, et si sa démarche s'inscrit ou non dans un esprit d'union. L'ancien Premier ministre, tout en réaffirmant qu'il voulait rester en dehors des partis, a souligné la nécessité d'un grand renouvellement politique dans le pays. Implicitement, Raymond Barre appelle à des rassemblements qui devraient s'ajouter à ceux de l'UDF et du RPR. Il y va, selon lui, de la crédibilité future de l'opposition. Ce qui est important, c'est que l'opposition soit crédible. Il n'est pas possible de reprendre le pouvoir et il n'est surtout pas possible de l'exercer, car le problème, c'est pas seulement de reprendre le pouvoir. Quand on l'a repris, ensuite on l'a. Et c'est à ce moment-là que les Athéniens viennent à s'atteindre. Eh bien, il faut savoir si oui ou non l'opposition sera durablement crédible. Et nous devons nous dire que ce qui compte, c'est de faire en sorte que les problèmes de la France soient résolus et qu'ils soient résolus dans un climat de liberté, dans un climat de responsabilité et dans un climat de solidarité. Élections législatives en Grèce. On prévoyait qu'elles seraient dures pour les socialistes du PASOK au pouvoir face aux conservateurs de la Nouvelle Démocratie. Les premiers résultats semblent indiquer que le PASOK s'en tire plutôt bien. Ira Feloukadzi. Grand intérêt et passion ont suscité en Grèce les élections législatives qui se sont déroulées aujourd'hui en Grèce. Dès 6 heures du matin, on a noté une grande mobilisation du public. Les files d'attente se sont allongées dans la matinée et 50% des Grecs avaient voté jusqu'à midi. Les grandes villes ont connu une certaine effervescence. Les centres-villes résonnaient du bruit des voitures. Maintenant, tout est rentré dans le calme.
Les bureaux de vote sont fermés. Depuis 9 h du soir, la circulation est interdite au centre de ville ainsi que toute réunion. Restaurants et cafés sont fermés. L'annonce des résultats à la télévision commencera seulement à 11h30 heure grecque. Mais selon les premiers indices, il semble que le PASOK, le Parti socialiste grec, se trouve en tête. Andreas Papandreou, le Premier ministre grec, déclarait ce matin très confiant « Nous sommes sûrs de gagner ». Athènes, télévision grecque RT2, pour Soir 3. En visite aux États-Unis, le roi Hussein de Jordanie vient de reprendre l'initiative diplomatique pour la recherche de la paix au Proche-Orient. Mercredi à Washington, il annonçait que les Palestiniens de l'OLP étaient prêts à négocier sur la base des résolutions 242 et 338 de l'ONU. Aujourd'hui, selon la radio israélienne, le roi Hussein lui-même serait prêt à ouvrir ces négociations. Aujourd'hui, au Club de la presse d'Europe 1, le Premier ministre israélien Shimon Peres a dit ce qu'il pensait de l'action du roi Hussein de Jordanie. Il y a une concurrence entre le roi et Arafat. Je pense que le roi, c'est un homme sérieux. Finalement, il cherchait la paix. Malheureusement, il fait beaucoup d'efforts, beaucoup d'erreurs. Son participation dans la guerre de 6 jours. Pourquoi? Il a perdu les Cisjordanie. Je pense que le roi même faut faire les décisions. Mais j'ai beaucoup de respect pour le roi. Une information que l'on m'apporte à l'instant, l'aviation irakienne a bombardé une nouvelle fois Téhéran ce soir à 22h35 locale, c'est-à-dire 21h05 heure française, avec au moins 2 appareils. 6 à 8 explosions extrêmement violentes ont ébranlé la ville et c'est, semble-t-il, le raid le plus sérieux contre Téhéran depuis la reprise de la guerre des villes il y a une semaine. Au Pérou, Alan García Pérez, proclamé officiellement président. Face à son écrasante avance, son adversaire Alfonso Barrantes a décidé de ne pas se présenter au second tour de l'élection présidentielle prévue fin juin. Toute la classe politique péruvienne souhaitait que la transition dure le moins longtemps possible, l'économie du pays n'étant pas en état de supporter une période de flottement inutile, tant l'issue du scrutin était évidente. Alan García, social-démocrate, est le plus jeune président élu d'Amérique du Sud et probablement même du monde. Culture et prison. C'était le thème d'un colloque international réuni depuis vendredi à Reims. Des représentants de plusieurs pays ont échangé leur expérience. À l'appui de son action en France, cette phrase de Madame Ezrati, directrice de l'administration pénitentiaire, la prison est la privation de liberté et non pas la privation de tous les autres droits. Hubert Coudurier. L'idée naît en 81. Elle débouche sur la création d'une association Culture et Prison. Le but, limiter l'isolement, favoriser la réinsertion des 45 000 détenus qui peuplent les 180 prisons françaises. Résultat, un soutien financier accru aux activités qui vont des arts plastiques à l'informatique pour rendre les détenus moins passifs. La culture n'est pas un luxe. C'est pas comme ça simplement une activité de loisir pour occuper le temps gris des 23 heures sur 24 en cellule et puis 3 heures de cinéma, un petit peu de couleur, un petit peu de musique. C'est aussi, dans certains cas, peut-être trouver un projet de vie, une motivation pour vivre autrement que, par exemple, dans un itinéraire de délinquance. Le problème de la prison, c'est pas de mettre des gens en prison, c'est de les faire sortir. Parce qu'ils vont tous sortir, même ceux qui ont des longues peines. Ils vont se retrouver dans la société. Dans quel état? L'exemple de la revue Micmac à la prison de Reims est édifiant. Au départ, c'est une petite feuille renéotypée. Grâce aux subventions de l'association, les détenus en ont fait un vrai journal sur papier glacé. Maquettiste, photocomposition, la cellule s'est transformée en salle de rédaction. Et les détenus dont le niveau de scolarisation est dans l'ensemble très faible se sont mis à l'écriture, avec une obsession s'ouvrir sur l'extérieur et dépasser l'univers carcéral. Si on parle de prison, bon, ça va s'adresser qu'à une certaine catégorie. Nous, on a touché l'ensemble. C'est-à-dire qu'on ne veut pas qu'on nous reconnaisse comme prisonniers, on veut qu'on nous reconnaisse pour nos capacités de travail. Les détenus se mettent désormais en scène par la photo, la vidéo, le théâtre ou la sculpture. Les interventions culturelles se multiplient mais ne touchent pour l'instant qu'un tiers des prisons. Elles ne sont pas en effet un lieu idéal pour la création. Les moyens manquent et notamment les locaux adéquats. Mais le personnel pénitentiaire réticent au départ a décidé de jouer le jeu. C'est sans aucun doute son intérêt et celui de la collectivité dans son ensemble.
Le salon du Bourget, c'est le plus grand marché aéronautique du monde. L'autre salon qui se tient en alternance tous les 2 ans est celui de Farnborough en Grande-Bretagne. Mais les visiteurs de l'un ou l'autre de ces salons ne sont pas tous là pour acheter des avions. Certains même n'y connaissent pas grand-chose, mais ils prennent beaucoup de plaisir à découvrir toutes ces machines volantes, parfois curieuses. Daniel Durandet a joué les Candides et fait le tour des curiosités du salon 85. Au Grand Théâtre du Bourget, il y a d'abord l'orchestre qui rythme le spectacle d'une voix nasillarde, distillée à longueur de journée sur 124,85, la fréquence de la tour de contrôle. Il y a ensuite les spectateurs, certains en pleine communion, qui dès l'aurore prennent d'assaut les gradins de l'arène pour assister à la représentation du ballet qui a pour nom la Foire aux Aigles. Et puis bien sûr, il y a les acteurs. Lui avec le gros dos, c'est Super Guppy, un ogre qui avale des morceaux d'Airbus sans s'étrangler. Avec le gros ventre, c'est Antonov 124, un colosse qui peut engloutir dans ses entrailles les 40 camions de la Foire aux Aigles. Avec le gros nez, c'est Pilatus. On se moque un peu de lui, car il passe son temps à renifler. Lui enfin, avec son œil de libellule, c'est Optica, un très bon gardien pour cette foire, peut-être un peu trop curieux, qui se déplace très lentement, toujours à l'affût du moindre petit détail. Et puis il y a les petits rats, qui contrairement aux maîtres de ballet, les avions, peuvent se déplacer en toute liberté d'un stand à un autre. On les appelle les hélicoptères, certainement parce que quand il fait chaud comme aujourd'hui, avec leurs ailes qui tournent, ça donne un peu de fraîcheur. Le plus petit, c'est Grillon, un nouveau venu sur le marché, un poids-plume qui ne pèse que 250 kg. Enfin, tard le soir, lorsque la Foire aux Aigles va fermer ses portes, les saltimbanques qui se prennent déjà pour des artistes envahissent à leur tour la scène du théâtre. On les appelle les ULM, les ultra-légers motorisés. Ce sont les scooters de la foire. Ils consomment très peu, se garent n'importe où et ne coûtent pas très cher. Bien qu'ils soient les derniers arrivés, on commence peu à peu à s'habituer à eux et à les accepter. Les prochaines séances de la Foire aux Aigles pour le public auront lieu mercredi, samedi et dimanche prochain au Salon du Bourget. Escalier C. Cela a d'abord été le premier roman très remarqué d'Elvire Muraille, tout juste âgé de 20 ans. C'est maintenant un film, signé Jean-Charles Taquella, l'heureux auteur de Cousin-Cousine, et coproduit par FR3. L'escalier C, c'est l'escalier d'un immeuble du 14e arrondissement de Paris. Les locataires, très différents, ont tous le même âge, 30 ans, et s'interrogent sur leurs existences, leur place dans la société, leurs joies, leurs peines. Symbole des années 80, un critique d'art cinglant et provocateur, interprété par Robin Renucci. La musique répétitive produit sur moi une sorte d'hypnose. Tenez, Steve Reich, par exemple, me fascine complètement. Je ne voudrais pas vous contredire, hein, mais à mon avis, Steve Reich n'est pas un musicien répétitif, c'est un évolutif. Monsieur Lafont, vous faites autorité auprès de quelques-uns dans le domaine de la peinture, mais pour ce qui est de la musique... Permettez, j'ai horreur des jeunes filles bien élevées qui n'ont pour tout mérite que la condescendance. Bonjour, monsieur. C'est sa manière à lui de plaisanter, hein, excusez-le. Bah oui, excusez-le. J'aime pas non plus les petites bourgeoises qui s'extasient dans les rondes couleurs rouge et bleu et qui crient au génie. Hein. Je l'emmerde, la grande famille des parasites, qui vit au crochet de l'art. L'art, c'est pas fait pour être rentable. Je déclare la guerre, moi. Je déclare la guerre à tous les profiteurs, là. Les exploiteurs. À tous ceux qui... tous ceux qui détiennent le pognon et le pouvoir. Les corrupteurs. Les rapaces. Puis alors, je ne supporte pas les filles de relations publiques, hein, qui n'ont rien à voir avec le public. Mais qu'on des relations. Avant qu'on en parle avec Jean-Charles Taquella, Henri Chapier, un film anard, vous diriez, un petit peu? Eh bien, il a l'air comme ça, mais en fait, moi je dirais qu'il est surtout très libre, insolent, tendre, très surprenant. Parce qu'il y a une variété de situations qu'on n'imagine pas comme ça après 3 images, bien sûr. Et je crois qu'il est très nouveau dans le cinéma français. Il y a très longtemps qu'on n'a pas eu ce genre de regard sur la réalité contemporaine. Donc on est sévi, on est vraiment pris au premier chef. Alors, vous non plus, Jean-Charles Taquella, vous n'étiez pas à Cannes avec votre film. Jacques Weber, qui joue d'ailleurs dans le film, en était extrêmement courroucé, il l'a dit. Mais est-ce que le Festival de Cannes vous aurait aidé ou pas? Vous avez des regrets de ne pas y être allé? J'aurais bien aimé y aller, oui. Mais enfin, je pense que c'est pas à moi de le dire. Je crois que c'est à la critique, au public de le dire. Et ils peuvent maintenant, tous les films de Cannes sont sortis, ils peuvent juger, comparer, c'est à eux. Alors moi, je voudrais vous parler
de la révélation du film. Enfin, le public ne connaissait pas du tout Robin Renucci, et vous avez parié sur lui. C'est courageux ça, parce qu'au théâtre on sait un peu qui il est. Et comment avez-vous fait ce choix et pourquoi? Il est formidable d'ailleurs. Quand on cherche des acteurs pour un film, en tout cas quand je cherche des acteurs, on cherche à trouver le meilleur pour le personnage en question. C'est valable pour lui comme c'est valable pour les autres personnages de l'escalier C. J'ai essayé de trouver le meilleur de sa génération. On a cherché pendant des mois, je veux dire, et c'était lui qui l'emportait. Alors évidemment, dans Cousin, Cousine et dans tous vos films en général, la direction d'acteurs, c'est vous qui avez la réputation en France de diriger pratiquement le mieux les acteurs. Enfin, on dit ça beaucoup. Mais moi, je crois qu'il y a quelque chose dans le film, en tout cas moi ça m'a ému, je ne sais pas si vous serez d'accord, il y a une phrase que dit Jacques Weber à un moment donné. Lorsqu'on a fait le tour de toutes les situations, il dit, il est peintre dans le film, lui, c'est Conrad. Il dit, on n'a rien inventé de mieux que la vie. On n'a rien fait de mieux que la vie, exactement. Voilà. Et est-ce que c'est vraiment ça? Êtes-vous d'accord? Est-ce que c'est pas ça, finalement, la philosophie de ce film? Exactement. C'est mieux que le succès, l'argent, non? Exactement. C'est la vie qui est d'abord, c'est la vie qui est belle. C'est ça la morale de tous mes films, je veux dire. C'est qu'il ne faut pas passer à côté de la vie, tous mes films sont basés sur l'idée des petites choses de l'existence qu'il ne faut pas rater, des petits moments de bonheur. Ils sont rares, il ne faut pas passer à côté. Henri Chapuis me disait tout à l'heure que c'était la première fois que vous réalisiez un film dont vous n'étiez pas l'auteur. Vous avez été, ce roman qui a été très remarqué, vous a beaucoup plu, c'est ça que vous avez décidé? Oui, j'ai eu un coup de foudre pour le bouquin, j'aurais voulu l'avoir écrit, c'était vraiment une passion pour le livre et j'avais envie de le tourner, quoi. Merci. Merci à vous. Autre film qui a raté le festival de Cannes parce qu'il n'était pas prêt, celui-là, Ran, du japonais Akira Kurosawa. Un monument comme on n'en voit plus que très rarement. Si monumental d'ailleurs que Chris Marker a consacré un film au tournage du film Ran. Cela s'appelle tout simplement Akira Kurosawa. Dans l'extrait que voici, on aperçoit d'ailleurs Akira Kurosawa dirigeant une scène tout à fait grandiose. Les résultats du tiercé de Longchamp, la combinaison gagnante 18-6-8 rapporte pour 5 francs dans l'ordre 1224 francs 50, dans un ordre différent 218 francs 50, Monsieur Courtine l'avait donné. Tornade impressionnante hier soir sur Aurillac dans le Cantal. Pluie et vent violents ont soufflé pendant 1h30 et ont fait des dégâts considérables, évalués déjà à plusieurs millions. 3 personnes ont été blessées. Demain, le temps sera à l'orage un peu partout et en particulier dans tout le sud-ouest. Cela commencera sur la moitié sud le matin et remontera vers le nord. Les températures seront comprises entre 20 et 29 degrés. Demain soir, vous avez rendez-vous à 22h20 avec Jean-Jacques Perrot. Dans quelques minutes, un joyau du cinéma signé King Vidor. Je ne pense pas que Jean-Charles Takela... Très beau film. Le Rebelle, avec un couple absolument superbe, Gary Cooper et Patricia Neal. Avant de nous quitter, le rappel des titres de ce journal. Bonne soirée, à la semaine prochaine. Yannick Noah, éliminé par son ami Henri Lecomte, mais il a résisté 5-7. Lecomte rencontrera Wilander au tour suivant. Le président Mitterrand devant la Mutualité française, non à la régression sociale, des mesures pour les plus démunis. La culture en prison, ce n'est pas un luxe, mais une nécessité, disent les participants à un colloque international réuni à Reims.